Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Yekaterina Tandil. Yekaterina, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Diana, merci pour votre invitation aujourd'hui, pour vos followers qui nous regardent. Je m'appelle Ekaterina Tandil, je suis experte en art russe ici à Paris, en France généralement, et puis en Europe. J'organise des ventes aux enchères d'art russe, des tableaux, des objets, livres, donc plein de documents différents qui parlent de notre histoire russe. Et donc aujourd'hui, on s'est dit de parler avec vous sur un des sujets culturels. Donc, Oui, Yekaterina nous a préparé un sujet culturel intéressant. Nous allons parler en l'occurrence des impressionnistes français dans les collections russes. Et la vidéo elle sera composée de deux parties. Dans la première partie, Yekaterina, vous allez nous parler de quelle collection? je vais vous présenter aujourd'hui deux collections en fait qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont rentré dans l'histoire d'art mondiale. Les collections de la famille Choukine et la collection Morozov, qu'on a tous vu cette magnifique exposition récemment à la Fondation Vuitton ici à Paris. Donc ces deux collections qui sont réussi d'accumuler un nombre des artistes français extraordinaires, toute la peinture des impressionnistes, les post-impressionnistes, donc les noms comme Manet, Renoir, Van Gogh, Gauguin, donc tous ces noms qui nous parlent à tous. Et en même temps, donc c'était les moscovites qui les collectionnaient à la fin du 19e, quand personne voulait acheter ces tableaux à Paris. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ces deux collections, de ces deux familles de Moscou. On va commencer peut-être par les Choukines, tout simplement parce qu'ils étaient dans l'ordre chronologique, si vous voulez, parce que ils étaient un peu plus âgés que les Morozov, ils ont commencé plus tôt. Les Choukines comme les Morozov, en fait, ce qui était intéressant au début, que c'est pas les collectionneurs comme les collectionneurs d'avant, parce que d'habitude, à votre avis, qui collectionnait l'art? C'était la famille de tsars. De tsars et puis des les nobles. familles aristocratiques. Donc c'était des nobles, c'était toujours les gens qui avaient de l'argent dans la famille, qui étaient élevés dans les beaux-arts et qui transmettaient leur collection d'une génération à l'autre. Donc même la plupart des grandes collections de Saint-Pétersbourg ou de Moscou à l'époque, dans le 19e, c'était les collections qui descendaient déjà de plusieurs générations et qui étaient continuées par les nouveaux mêmes membres de famille. Donc, et c'était toujours très élitiste. Donc on voyait pas des gens qui venaient d'ailleurs, si vous voulez. Et là, au début du 19e siècle, du coup, la famille Choukine et les familles Morozov, c'est les familles des marchands, les familles bourgeois. Choukine, il provenait de la région de Kalouga, en fait, près de Moscou. Il s'installe à Moscou dans les années 20 du 19e siècle. Et en fait, c'était des marchands de tissus et des fils de tissus. Donc, ils ont créé une entreprise extraordinaire. C'était le père de nos collectionneurs. Donc, ils venaient de milieux assez simples et basiques. Donc, c'était pas des aristocrates. Ils avaient beaucoup d'argent. C'était vraiment, à la fin du 19e, c'était l'entreprise Choukine. Ils avaient un capital de 4 millions de roubles. Donc, c'était vraiment une entreprise très volumineuse qui vendait partout à travers la Russie et même à l'étranger. Et Ivan Choukine, donc le père de Piotr et Sergei Choukine, que vous connaissez déjà peut-être. Donc Ivan Choukine, c'était un vrai marchand, un bon monsieur qui a déjà compris que en fait, t'as de l'argent, mais il faut cette partie culturelle. Donc il faut accumuler la culture en soi. C'était les entrepreneurs aussi. Voilà, c'était des entrepreneurs qui ont compris que il faut s'assimiler avec cette partie des classes aristocratiques, si vous voulez. Donc lui, déjà, il aimait bien le théâtre, il a compris qu'il faut aller plusieurs fois par semaine le soir au théâtre, donc recevoir des gens. Et ce qu'il a compris aussi, qu'il faut beaucoup investir dans l'éducation de ses fils. Il avait six garçons, et tous les enfants de Choukine, ils ont tous eu une énorme éducation. Ils ont tous fait des universités, des lycées à l'étranger, puis des stages dans les entreprises étrangères. Donc déjà, pour pouvoir continuer leurs affaires de la famille, pour bien travailler, continuer de gagner, pour ce que l'entreprise devient au niveau pas juste local, mais au niveau international, mais aussi pour avoir la vision du monde assez vaste. Ce qui a donné en fait des personnalités assez intéressantes dans la famille. Donc
pour la collection de Choukin, on parle souvent de plusieurs personnes parce qu'en fait, il y avait six fils et presque une moitié collectionnait. Donc, chacun collectionnait de son côté. Il y avait bien sûr Sergei Ivanovich Choukin qui est rentré vraiment dans l'histoire avec son énorme collection des impressionnistes, post-impressionnistes. Mais ses frères, c'était assez intéressant aussi. Le frère aîné, Piotr Ivanovich, il a commencé sa collection, c'était le premier à collectionner, donc c'était le fils aîné. Il a eu une très bonne éducation, il a fait ses études en Allemagne, puis en France, il a bien travaillé à Lyon pour la production des tissus et tout, donc il essayait de tout comprendre. Et déjà, quand il était en son voyage à Lyon, il a commencé de fouiller chez les brocanteurs, chez les libraires et d'acheter petit à petit des gravures, des livres. Donc, il a commencé de collectionner. Et à l'époque, à la fin 19e, début 20e, en fait, le nom de Piotr Choukin, il était pour Moscou et Paris, c'était aussi connu que son frère Sergei. Et même les gens, quand on parlait de Choukin, il fallait préciser de qui tu parles, parce que la collection était très importante. Mais la collection de frères de Piotr Choukin était plutôt, si vous voulez, assez historique. Parce qu'il a commencé par les livres, gravures, objets d'art. Il y avait des objets d'art japonais, des objets d'art oriental, un peu des choses assez diverses et variées. Et puis une grande partie d'art russe aussi, parce que ça commençait, on dit qu'à Moscou, il a trouvé sur un brocante un coffre d'époque de Catherine II. Maintenant, c'est des pièces vraiment extraordinaires. Et du coup, il a continué d'accumuler des pièces. À la fin, quand il a décidé en 1912, la collection comptait à peu près 24 000 lots. Et parfois, dans un lot, c'était pas un simple objet, il y avait des petites collections. Donc, c'était quand même assez énorme. Puisque est intéressant déjà à partir de Piotr et puis toute sa famille, cette génération des collectionneurs, qu'ils voyaient leurs collections pas simplement comme des collections accumulées pour soi, pour garder chez soi, à la maison, ou montrer aux amis, mais comme les collections publiques, en fait, comme les collections ouvertes. Et Choukin, ce qui était intéressant, en fait, leur père, elle était mariée avec une dénommée Ekaterina Botkina. Un de ses sœurs était mariée avec fameux Pavel Tretyakov, fameuse galerie Tretyakov. Il y avait aussi plusieurs personnes qui les collectionnaient. Donc les garçons de Choukin, ils grandissaient dans cet esprit de collection d'art. Ils étaient quand même assez proches avec le milieu d'époque. Et la première collection qui est devenue publique, donc c'est la collection de Tretyakov qu'il a ouvert, elle a créé vraiment un musée, etc. Et nous parlons de quelles années en ce moment à peu près? Ça, c'est en fait Tretyakov, il a créé ça. Il a fait la collection de Tretyakov est devenue publique à la fin c'est genre les 1880-90, donc la création vraiment de musée. Donc l'idée était déjà pas que accumuler des pièces d'art, mais aussi de pouvoir composer une collection importante qui sera publique, qui va appartenir plus tard à la ville de Moscou et deviendra un petit musée ou un musée plus grand. Déjà Piotr Ivanovich Choukin, à la fin de sa vie, il a demandé de donner sa collection à la ville. Et puis son frère, il avait cette idée aussi. C'est ce qu'on va trouver plus tard chez les Morozov. Donc c'est des collectionneurs qui font pas que pour soi, mais pour le pays. Ce qui est assez intéressant, c'était pas courant avant. Donc parmi d'autres frères de la famille, il y avait Dmitri Ivanovich qui collectionnait les tableaux anciens, et puis aussi il y avait le frère cadet, le plus petit, qui était aussi un personnage très intéressant, qui est à mon avis bien fonctionné ensemble avec ses frères. Ivanovich, il est né le tout dernier, donc personne comptait tellement pour ce qu'il prendra l'entreprise dans ses mains. Donc la famille l'a laissé à faire ses études comme il les voulait. Il a étudié à Paris. Il était historien, philosophe et professeur à Paris. Et il est resté vivre à Paris en fait toujours. Donc où lui-même il est devenu un peu le centre de communauté russe à Paris. Il recevait plein des artistes, des écrivains russes chez lui, et puis il connaissait beaucoup des artistes français. Donc Renoir, Degas, il venait chez lui pour dîner, donc il était vraiment dans le milieu.
Et il a commencé à collectionner aussi, et sa collection, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a maintenant assez peu de traces de ce qu'ils avaient exactement, parce qu'il a eu un destin vraiment tragique. Il a fini par se suicider en 1908. En fait, avec ses collections, il était proche des artistes, comme j'ai dit, des artistes français, et aussi avec un artiste qui s'appelait Ignacio Zaloaga, un artiste espagnol qui l'a familiarisé avec la peinture espagnole. Dans la collection de Ivan Shukin, il y avait plusieurs artistes espagnols, en fait. Il y avait 5 œuvres de Francesca Goya, et puis il y avait des œuvres del Greco, Maria Magdalena, qui est le tableau très connu qui appartient maintenant à la galerie à Budapest, puis Saint Francisque Assise, et puis 2-3 autres tableaux importants. À l'époque, ces artistes, on ne les collectionnait pas tellement. Maintenant, c'est des grands noms qui ont marqué l'histoire d'art, mais à l'époque, il fallait encore comprendre et tout. Au niveau des prix, c'était pas toujours super cher en fait. Je donnerai quelques exemples un peu plus tard concernant les artistes français. Mais c'était pas forcément toujours cher, mais par contre, Ivan Shukin, c'était comme lui, il travaillait pas pour l'entreprise familiale, donc il touchait une pension et il dépensait toujours plus qu'il avait. Ça, c'est malheureusement, c'était un peu sa façon de fonctionner. Il achetait beaucoup, il dépensait beaucoup, et à un moment, il se retrouvait entouré de dettes. Il n'arrêtait pas de demander de l'argent à ses frères. Et puis à un moment, il a commencé de vendre sa collection parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Apparemment, il y avait une vente aux enchères en Allemagne où il a commencé à disperser sa collection. Et puis l'histoire raconte qu'en fait, il a appelé des experts pour expertiser ses œuvres de El Greco, et les experts ont dit que c'est faux. Oh. Pourtant, maintenant, on sait que c'est pas du tout faux, que c'était des magnifiques œuvres qui est là. Il y avait récemment une exposition El Greco, ils étaient tous là. Donc, l'histoire a montré que non, c'était des bons El Greco et tout. Mais à l'époque, est-ce que c'était les experts qui ont magouillé quelque chose ou c'était leurs frères amis, on ne sait pas maintenant. Mais ça a beaucoup traumatisé Ivan et il a fini par se suicider, par prendre du poison. Et ça a beaucoup tapé quand même ses frères, cet destin tragique. Et Ivan, il a joué quand même son rôle près de ses frères parce que comme il était à Paris, donc il connaissait tout le monde, il connaissait tous ces galéristes comme Ambroise Vollard, Birgit Jaune, et tous ces galéristes qui vendaient, surtout les artistes impressionnistes et post-impressionnistes. Donc forcément que c'était lui qui a amené son frère Piotr et son frère Sergei chez ces grands galéristes où eux, ils ont commencé d'acheter petit à petit. Chez Piotr Ivanovitch, il y avait déjà plusieurs tableaux de Renoir, des œuvres assez beaux et impressionnantes, des Van Gogh, un peu de tout. Monet, puis pour le Renoir et Degas, il avait acheté déjà des tableaux, il y avait un nu de Renoir et puis un autre tableau de Degas où il y a une jeune femme qui se coiffe de dos. Pour l'époque, c'était des tableaux complètement extraordinaires. Tu ne pouvais pas mettre ça dans ton salon. C'était pour ta réputation, c'était monstrueux. Apparemment, il fallait encore acheter des peintres un peu académistes. Bah, pas forcément académistes. Déjà, la peinture impressionniste, c'était vu assez bizarrement, que comme c'est le mélange des couleurs et tout, que c'était pas très sérieux. Et puis les tableaux nus dans ce façon travaillée, puis les artistes comme Degas, c'était pas des nobles, là, ils prenaient des ballerines, des petites filles, donc c'était assez bizarre quand même, surtout pour Moscou qui était encore Conservatrice. plus conservatrice que Paris. Donc, et eux, c'était quand même des grands messieurs qui avaient une sacrée réputation et tout. Donc, tu peux pas mettre un énorme nu dans ton salon. C'était un peu gênant. Donc, apparemment, Piotr-Choukine, il les achetait, mais il gardait un peu dans les arrière-chambres. C'était son petit plaisir à lui. Son frère Sergei, lui, il était encore plus courageux. C'était vraiment le personnage qui a fait le renommée de sa famille. Lui, c'était
C'était un garçon qui avait des problèmes physiques, il était un peu maladif quand il était petit, il bégayait, donc il était toujours vu un peu à part, il faisait ses études à la maison, mais malgré tout ça, il a pu cultiver un caractère extraordinaire. Il était très fort en soi, il savait prendre des décisions sans demander personne, il était très fort. Et il a fait ses études également en Allemagne, en France. Il a beaucoup voyagé. Il adorait voyager. C'était quelqu'un d'un esprit très ouvert. Il adorait aller en Égypte, en Moyen-Orient, un peu partout. Il allait souvent à Paris. Donc, il était vraiment d'une nouvelle formation, si vous voulez. Donc, c'était pas un homme du 19e siècle. C'était quelqu'un qui regardait vraiment beaucoup plus loin, comme pour les affaires et pour aussi pour son passion de collectionner, parce que sa collection est devenue vraiment ce sens de vie pour cet homme. Il a commencé d'abord parce que quand il revient après ses études, il revient à Moscou, il reprend l'affaire après la mort de son père, achète une énorme maison dans le centre de Moscou et ça devient un peu lieu de rencontre. Il y a des artistes russes qui viennent, donc elle connaît un peu tout le monde. Et elle commence d'acheter des ambulants, des передвижники, les artistes encore un peu classiques russes. Mais qui était aussi influencé par la France. Ben bien sûr, tout le monde était influencé par la France. Tout le monde allait, quand tu gagnais ta médaille d'or à l'Académie des Beaux-Arts, t'allais à l'étranger, ce pensionnerские поездки en Italie, en France, en Allemagne. Donc, effectivement, il regardait toujours l'Europe comme quelque chose qui peut apprendre, qui est plus en avance que la Russie. Et Choukine, pareil, à un moment, assez rapidement, il comprend que la peinture russe, c'est pas si novatrice que ça, et lui, c'est un homme d'avenir, il cherche vraiment le dernier mot de la peinture, de l'art actuel. Et à Paris, il commence d'acheter, il tombe amoureux de Monet. D'abord, ça a commencé par Monet, et Choukine, elle fonctionnait beaucoup par période. Elle tombait amoureuse d'un artiste, il l'achetait il voulait vraiment créer cette ligne de la développement d'un artiste de début à la fin, quand au bout d'un moment, il sentait qu'il a tout. Et puis il arrêtait, il passait à autre chose. Mais Donc, apparemment, il était aussi très généreux. Il était très Tout le généreux. monde savait que les Russes paient très bien pour les tableaux. Oui, après ça dépendait d'une personne à l'autre. C'est vrai que Choukine, elle était généreux et par rapport à comment elle payait ses tableaux, il payait assez cher pour l'époque. Mais d'autre côté, il sentait très bien qu'est-ce qui va devenir vraiment novatrice parce que parfois, ce qui est curieux, que c'est pas forcément que ça lui plaisait, c'est ce que parfois elle voyait que c'est ça le dernier Non, mot il de était la. très visionnaire. Il était très visionnaire. Et il savait choisir. Il demandait personne. Il venait chez Ambroise Vollard. Il disait sortez-moi tout Sisley. Pas sortez-moi le meilleur Sisley. Sortez-moi tout. Et c'est lui qui choisissait. Et c'est lui qui choisissait. Il restait pendant des heures, il choisissait. Il allait à tous les salons. Il était toujours à tous les événements et tout. Donc il essayait d'être au dernier mot de la mode, si vous voulez. Et puis il a commencé par Claude Monet, il a acheté plusieurs tableaux il y avait à peu près 10 tableaux sur 7 ans. Et il est arrêté il y avait des vues de la cathédrale à Rouen, puis les Muettes. Il y a un tableau Les Muettes, et ça, c'est devenu son dernier tableau. C'est genre comme le dernier mot Monet a dit, ou c'est juste la folie des couleurs, des Muettes, le rose, c'est vraiment tout mélangé. Et là, il s'arrête. Il s'est dit, bon, maintenant, j'ai tout Monet de début à la fin, je touche plus. Et vers 1903-1904, il passe vers les post-impressionnistes. Il y a Sisley, Van Gogh, Gauguin, où il a accumulé des collections extraordinaires. Pareil, il tombe amoureux des œuvres de Gauguin et il a pu réussir d'accumuler des pièces les plus fabuleuses de la période tahitienne. Puis il commence d'acheter Van Gogh, donc c'était toujours par les dizaines de tableaux, mais bien choisis, mais vraiment des meilleures œuvres. Et après, puis dans les années 1906-1910, à force d'avoir plusieurs situations tragiques dans sa vie, donc il y a le suicide de son frère, il y a sa femme qui est décédée, et puis il y a son fils cadet qui s'est suicidé également. Il était trouvé dans la fleuve au bout des semaines de recherche, donc c'était très. Ça a beaucoup tapé. Oui, c'est éprouvant. Oui, c'était vraiment très fort. Et lui, Choukine, il cherche des nouveaux sens pour sa vie. Il décide d'ouvrir sa collection au public.
Déjà, il signe une espèce de testament que toute sa collection va appartenir à la galerie Tretchikov s'il lui arrive quelque chose. Et puis, il ouvre pour les visites. Donc, si avant, c'était que les amis qui pouvaient venir regarder, maintenant, c'est pour tout le monde. Et la collection de Choukin, en fait, pour la public du moment, c'était la folie. Les artistes comme Serov, Petrov Vodkin, ils disaient à l'Académie des Beaux-Arts qu'il faut interdire aux jeunes de venir chez Choukin parce que c'est l'art c'est comme une maladie, c'est l'art qui va tout bousiller, il faut pas du tout qu'ils viennent de le voir. Les grands artistes qui venaient, parfois c'était des scandales pas possibles dans les salles chez Choukin. Il y avait un moment, je me souviens plus qui c'était, mais genre qu'un des artistes prend un crayon et commence à dessiner sur un tableau de monnaie que non, mais c'est pas comme ça, la perspective, si, ça, que ça rentre pas du tout dans les bons ordres. Donc ça faisait parler. Choukin, il adorait ça, et pour lui, il était un sacré provocateur malgré son air sérieux. Donc, il ouvre sa collection et puis, à cette période-là, il tombe amoureux de Matisse. Donc ça, c'est un autre artiste qui a vraiment changé un peu la ligne de sa collection. Donc, c'était Henri Matisse où Choukin lui achète plusieurs tableaux. Et puis, il fait un énorme commande aussi, qu'à l'époque, c'était pas possible. Il commande d'abord la musique et la danse. Donc, c'est des énormes panneaux qui décoraient l'escalier dans la maison de Choukin. Vous les avez vus, j'imagine. Oui, c'est énorme, c'est extraordinaire, c'est très grand, c'est très plat, très nu, très frappant. Et les commandes, il y avait danse lui a coûté 15 000 francs et la musique 12 000 francs. Pour l'époque, c'était des grosses sommes quand même, malgré que maintenant ça me paraît bon, 15 000 francs. Mais en fait, à l'époque, ça a permis à Matisse de louer une maison à Val d'Oise oui, avec un atelier, mais vraiment, ça lui payait la vie. Et sauf erreur de ma part, Matisse, il était aussi en Russie. Oui. Il aimait beaucoup les icônes. Oui, et ça c'est très curieux parce qu'ils avaient vraiment des relations très proches finalement. Choukin lui conseillait, lui demandait, genre, vous voulez pas faire un portrait de votre famille. Donc, il lui donnait des idées qui nous ont donné après des tableaux phares de Matisse. C'était très proche. Et en 1911, Matisse est venu à Moscou. Il est resté chez Choukin, donc il est vraiment passé pas mal de temps. Il rêvait de voir le tsar, il n'a pas réussi, mais il a visité les musées avec des icônes et tout. Il adorait Moscou. Choukin écrivait à son frère à un moment que ben, ce Matisse là, il bouffe, il boit, il arrête pas là, il veut pas du tout rentrer. Il aimait bien. Parce une autre anecdote assez marrante aussi, en fait quand Choukin a amené les tableaux, la danse et la musique à Moscou, il a demandé de faire une retouche sur la musique. Ils ont mis une feuille pour cacher un garçon qui joue la flûte. Et Mathis a vu ça quand il est rentré et il a juste rigolé et il a tout à fait compris que bon, c'était pas possible d'exposer comme ça. Donc ils restaient très proches. Et apparemment, c'est Matisse qui a présenté Choukin à Picasso. Et à Picasso, ça devient peut-être le dernier artiste phare de la collection de Choukin. Chacun commence à acheter des œuvres de Picasso de toutes les périodes. Et là, c'est le tableau Les Sœurs, le meilleur tableau de période bleue, donc toutes les périodes et jusqu'à cubisme. Et ça, c'est l'exemple de Picasso. C'est assez curieux par rapport à Choukin parce que Choukin disait qu'il comprend pas toujours Picasso. Il l'aime pas forcément, mais pour lui, c'est comme une antipode de Matisse et au niveau de la peinture et au niveau d'émotionnel. Donc, il voit que le dernier mot actuel, c'est Picasso. Et parfois, elle disait que ben, je comprends pas tout, mais c'est peut-être lui qui a raison. Donc, c'est que ça reste quand même assez curieux parce que c'est d'habitude les collectionneurs, quand on achète, on essaie de choisir ce qui nous plaît, grosso modo. Mais lui, il essayait de voir vraiment ce dernier mot de l'art. Elle avait quelques tableaux cubistes. Et donc, avec Picasso, en fait, la collection se précise et se termine parce qu'en 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Et puis, c'est plus possible. Tu peux plus acheter, commander, transférer de l'argent, ramener des pièces à Moscou. Donc, ça devient difficile. Les collections sont un peu mises en attente. Et puis après, c'est la révolution. Et là, c'est un moment assez tragique parce que Choukin, au début, ils sont restés à Moscou après la révolution.
Ils ont essayé d'anticiper, parce qu'ils ont bien vu que ce que se passe, les histoires des vols, des cambriolages, ils avaient très peur pour la collection. Ils avaient très peur que ça va être mal vu rapidement, que c'est des riches bourgeoises, qu'il faut faire quelque chose. Ils ont proposé eux-mêmes à l'État de faire quelques salles dans le musée de Kremlin. Mais bon, apparemment, l'État, elle avait ses propres visions. Curieusement, quand même, c'était pas tout de suite enlevé, c'était pas laissé en vol. L'État, en fait, de Trotsky, après, c'était les Trotsky, Lénine, ils ont tous fait les études à l'étranger. Ils connaissaient bien quand même ce que Oui, c'était. les culturels. Il y a des témoignages. Il y avait Yuri Anenkov, l'artiste russe, qui à l'époque, elle faisait des portraits de Trotsky, de tous les grands personnage soviétique. Lui-même, il racontait qu'il a amené Trotsky dans la galerie Chouchoukine, donc il regardait, ils se rendaient compte ce que c'est, donc ils ont vite compris qu'il faut préserver ça. Mais bon, malgré tout, ils ont quand même mis une espèce de общежитие, Résidence résidence, commune, voilà, résidence commune auberge. sur la moitié de bâtiments qui appartenaient Oui, à ah oui, parce Choukine. qu'ils ont nationalisé les bâtiments. Oui, ils ont nationalisé le bâtiment. Choukine, avant d'émigrer, il vivait genre dans une chambre de bonne dans sa propre maison. Ouais. Et sortait de temps en temps, donner une excursion sur les œuvres qui lui Ouais, appartenaient. je vais préciser pour les spectateurs, peut-être ils sont pas au courant. Après, quand les bolcheviks sont venus au pouvoir, en fait, il n'y avait pas suffisamment de logements pour tout le monde. Et comme ça, ils ont essayé de reprendre les logements aux riches et ils logeaient tout le monde dans leur demeure, dans leurs hôtels particuliers. Ce qui était notamment le cas pour Chukine. C'était le cas un peu plus pour tout le monde Oui, qui pour avait tout le des monde, grandes maisons, malheureusement. donc on coupait, on faisait les grands appartements devenaient des chambres, donc pour les grands bâtiments, pareil. On mettait des administrations là-dedans, etc. Donc c'était assez difficile. Et puis à un moment, la collection est passée, ils ont fait un décret de nationalisation, donc ils ont pris la collection pour l'État. Et Choukine, au dernier moment, il a réussi d'envoyer sa femme et sa fille, parce qu'il s'est remarié, il avait une petite fille qu'elle a eue très tard, donc il était très inquiet pour sa fille et sa femme. Il a réussi de les envoyer en Allemagne, et puis il a réussi de les rejoindre. D'ailleurs, c'était un historien d'art qui les a aidés pour faire ça, un historien d'art étranger à qui Choukine a aidé à une certaine époque, quand l'autre était plus jeune et en difficulté. Donc là, c'est lui qui a aidé les Choukines émigrer. Donc il a quitté Moscou et voilà, tout était fini. Lui, il s'est installé en France. Finalement, il n'était pas. Certaines articles racontent qu'il était ruiné, etc. Non, il n'était pas ruiné. Il a quand même pu anticiper et sortir de l'argent à l'étranger et d'avoir des comptes, ce qui lui a permis de vivre correctement jusqu'à la fin de ses jours et puis à sa famille, mais il n'a plus jamais récollectionné. Pourtant, même les galéristes, ils lui proposaient de donner des choses gratuitement pour pouvoir dire après que tel artiste était choisi par Choukine. Non, il a acheté deux, trois tableaux et juste pour décorer. Il disait que Raoul Dufy, il aimait beaucoup Raoul Dufy aussi. Il a acheté quelques tableaux et puis il a arrêté, il ne voulait plus récollectionner. Donc c'était une sacrée histoire qui a donné une énorme collection des œuvres françaises atterries à Moscou. Donc, et à l'époque, on disait que pour apprendre la peinture française, il faut aller à Moscou. Et je me souviens, dès que j'étais petite, en fait, j'ai vu plein d'impressionnistes, par exemple à la galerie Tretiakov. Et après, quand j'étais au musée d'Orsay pour la Ah, première fois, et il y a cette fameuse salle des impressionnistes, il y avait presque rien de nouveau parce que tous ces peintres, c'était connu oui. déjà. Bah oui, en On les plus. voyait quand on était petit. Ah oui, oui. Et puis après, c'était en fait les collections Morozov et collections Choukine. Ils étaient au début rassemblés ensemble par les soviétiques. Ils ont créé le musée de la nouvelle peinture européenne qui existait assez peu de temps. Et puis avec Staline, ils ont commencé de découper tout, donner dans les musées différents, de cacher parce que, soi-disant, c'est la peinture dégénérative, c'est pas intéressant et tout. Et il y avait le directeur de musée d'Ermitage à l'époque qui a fait une sacrée démarche pour essayer d'avoir une partie de collection chez lui. Et ça donnait ce que la collection Choukine-Morozov, qui formait un musée entier, était partagée à deux. Une partie à chez Ermitage et l'autre qui reste maintenant dans le musée Pouchkine, musée des Beaux-Arts à Moscou. Et n'étaient jamais plus ensemble.
Donc, première fois quand toutes ces collections étaient exposées ensemble, c'était à Paris. Donc, les œuvres de la collection Morozov, récemment, c'était la première fois quand ils sont redevenus en groupe. C'est assez, voilà, c'est assez intéressant. Et pendant l'époque soviétique, les peintres n'étaient pas exposés. C'est sous Khrouchtchev oui, c'était après sous Brejnev, quand ça commençait oui, de un petit peu se calmer. Qu'ils les ont réexposés de nouveau dans de grands musées. Ouais. Et maintenant, c'est un étage entier chez Hermitage. Là, c'est des magnifiques Gauguin, des Van Gogh, Monet. Donc, on connaît très bien ces peintures. C'est vrai que pour certains Français, j'ai bien vu ça aux expositions ici à Paris, c'était surprenant de voir tant de chefs-d'œuvre accumulés par des Russes du 19e siècle. C'était assez spectaculaire. Oui, finalement, le fait était que les Français ne voulaient pas en acheter, et les Russes. Voilà, les Russes ont anticipé, voilà, ils avaient eu plus de courage que certains Français. Nous aimerions également, Ekaterina et moi, remercier le conservatoire russe Serge Rachmaninov qui nous a permis de filmer ces vidéos dans leur salle. Merci beaucoup. Merci. Je vais ajouter le lien vers le site du conservatoire dans la description de cette vidéo. Il y a toutes les semaines des événements autour de la culture russe, autour de la culture tout court. Il y a des soirées musicales qui se passent entre les murs du conservatoire qui se trouve à Paris. Merci beaucoup Ekaterina. C'était la première vidéo sur les impressionnistes français dans les collections russes. Et dans la seconde partie, Ekaterina va nous parler de la collection Morozov. Voilà, de la collection Morozov. Frère Morozov. Merci beaucoup Diana. Merci.